Eh bien, bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve pour un contenu plutôt spécial. C'est la première vidéo vulgarisation sur cette chaîne. Et je vous demanderai donc bien évidemment un maximum de soutien pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la théorie de l'évolution et de ses, on va dire, courants métaphysiques, ses opposés métaphysiques que sont les créationnismes. Il y a plusieurs courants, c'est pour ça que je ferai sûrement une deuxième vidéo. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous allons parler de Charles Darwin et de sa théorie de l'évolution des espèces. Charles Darwin est un naturaliste britannique né en 1809. Charles est un enfant brillant. Il a vécu dans un environnement plutôt prospère à la pensée scientifique, avec un double héritage. Père et grand-père, médecins et libres penseurs. Son grand-père était déjà connu pour ses ouvrages scientifiques ainsi que philosophiques. Charles a perdu sa mère très jeune, à l'âge de 8 ans. Et c'est ainsi, sûrement pour oublier sa peine, qu'il découvrit un peu l'appel de la nature. Il collectionna plein de choses, cailloux, insectes, feuilles, plantes, tout ce qu'il trouva. Et il le faisait déjà avec une très grande méthodicité, ce qui va l'aider dans un futur proche. Mais Charles, étant un étudiant brillant, tenta tout de même de lui aussi faire des études de médecine. Mais il s'aperçoit très vite qu'il n'est pas fait pour ça. Il prolongera malgré tout ses études en théologie pour devenir pasteur, sous les conseils de son père. Charles était adoré de ses professeurs, eux-mêmes passionnés d'histoire naturelle, paléontologie et biologie. Mais finalement, sous leur influence, ne finira jamais pasteur, mais bien naturaliste. Et c'est ainsi qu'il décida de postuler pour un poste de scientifique sur le Beagle, un navire qui partira pour une expédition durant 5 ans. Et c'est à travers ce long voyage autour du monde que Darwin élaborera la théorie de l'évolution des espèces. Elle bouleversera les idées reçues et lui apportera une notoriété mondiale. C'est le 27 décembre 1831 que Charles Darwin embarque pour le Beagle. À peine arrivé, pas tout se passe si bien. Le capitaine Robert Fitzroy a une réelle aversion envers le physique de Darwin. Ça commence déjà plutôt mal pour un voyage aussi long. Mais rassurez-vous, ils sont finalement devenus de très bons amis et ont pu développer une très belle complicité. Ce qui est plutôt sympa pour un voyage aussi long. Le parcours du Beagle est incroyable. Ils visiteront de manière extrêmement poussée toutes les îles de l'Atlantique, du Pacifique, les côtes sud-américaines, néo-zélandaises et australiennes. Charles Darwin dessine et prend note de tout ce qu'il voit sur un carnet. Il fait des recherches géologiques, notamment sur les récifs coralliens. Mais c'est surtout le domaine de la biologie qui va enrichir son esprit. Il observe la répartition géographique des fossiles sur la zone sud-américaine, mais s'intéresse particulièrement aux îles de Galapagos. Cet extraordinaire voyage lui fournit une documentation gigantesque et servira bien évidemment de base pour ses recherches de savant. Et c'est à partir de ces notes qu'il travailla sur son premier livre, La transmutation des espèces. Mais, après avoir publié Le voyage d'un naturaliste autour du monde, c'est enfin la reconnaissance. Fatigué de la vie londonienne, avec une santé fragile, Darwin décide de s'installer dans le Kent, à Down. Et il y passera les 40 dernières années de sa vie. Pourtant, Charles Darwin n'aura jamais cessé d'écrire et de publier. Énumérer tous ses ouvrages serait trop fastidieux. Pourtant, tous ses travaux vont s'insérer pierre par pierre dans l'édifice auquel il est en train de travailler, l'origine des espèces. Sur l'origine des espèces, Darwin n'est pas un précurseur. D'autres avant lui avaient déjà travaillé sur la question. Mais en fin de compte, l'origine des espèces, qu'est-ce que c'est? Le vivant est comme un graphique où les espèces sont des points que notre explication doit efficacement relier. Ratez-en ne serait-ce qu'un seul, et c'est toute la théorie qu'il faut recommencer. Au départ, l'idée reçue était que chaque espèce sont apparues indépendamment, après qu'un miracle ne les ait créées. Idée reçue que j'ai découvert plutôt récemment qui se portait plutôt bien. Même si je peux comprendre que c'est une idée très attirante par son apparente simplicité. Mais bon bref, c'est pas le sujet pour le moment. Même si déjà au XVIIIe siècle, Lamarck proposa autre chose, avec une vision plus linéaire et unifiante, faite d'une simple ligne des points ainsi reliés. Mais même si c'est très intuitif, cette idée a visiblement un problème. Il impose aux espèces d'aujourd'hui d'être les ancêtres d'eux-mêmes, ce qui cause bien évidemment des petits soucis d'ordre chronologique. Bien que satisfaisant, ce modèle était incomplet. Il fallait évidemment trouver mieux. Et c'est donc Darwin qui proposa quelque chose de bien plus audacieux. Plutôt qu'une ligne droite pour relier les espèces d'aujourd'hui, il dessinera sous forme d'arbre ce qu'on appellera plus tard une phylogénie. C'était une hypothèse massive et la pilule dure à digérer, où les espèces ne descendaient pas finalement les unes des autres,
mais d'ancêtres en commun qu'il fallait s'imaginer. Mais c'est pourtant bien cette théorie qui, aux observations, semble le mieux coller. Pourtant, malgré tout, Darwin avait peu de fossiles et ne connaissait pas l'ADN. C'est justement cette faiblesse du passé qui est devenue une force. Une fois que les scientifiques ont trouvé bon nombre de fossiles, ils sont rentrés dans ce schéma sans même qu'on s'y attende. Et c'est finalement pourtant bien l'ADN qui a confirmé la plupart de ces traits. Bon, évidemment, il avait chamboulé certaines lignées. Et donc, certains fossiles ont dû trouver leur place ailleurs que sur les traits déjà tracés. Et nous pouvons dire aujourd'hui que malgré l'adversité, il s'est largement amélioré et est devenu bien plus renforcé avec le temps. Donc, en gros, en plus d'être plus applicatif que les autres, ce modèle assimile très bien toutes les nouvelles découvertes et permet de faire beaucoup plus de prédictions, qui évidemment dans la grande majorité se sont avérées correctes. A contrario, bien sûr, des modèles créationnistes. Car le modèle de la création ne fait que multiplier les lignes, ce qui le rend évidemment lourd. Et pour ce qui est de la théorie de l'évolution linéaire, elle est incapable d'expliquer l'abondance des fossiles sans d'intolérables détours. Surtout que depuis Darwin, nous avons pu observer l'évolution de nos propres yeux. Et même la recréer en laboratoire. Faire apparaître de nouvelles espèces et peut-être un jour de parvenir à la prévoir. Et c'est bien pour cela que les scientifiques sont unanimement d'accord et considèrent bien aujourd'hui comme un fait que les espèces partagent des ancêtres en commun. Même si elles restent partiellement, bien évidemment, à certains endroits imparfaites. Évidemment, si une nouvelle théorie venait à chambouler tout ça, elle serait tout de suite adaptée. Mais pour le moment, comparé aux deux autres, c'est bien la théorie de l'évolution darwinienne qui fonctionne le mieux. Bon voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'étais ravi de vous faire cette petite vidéo, vulgarisation sur la théorie de l'évolution de Darwin. On se retrouvera bien évidemment très prochainement pour la suite sur les créationnistes. Je vous demande évidemment un maximum de soutien. Rappelez-vous que c'est ma première vidéo commentée de vulgarisation scientifique sur cette chaîne. Et voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.